Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui est un grand jour. Je viens de recevoir une pièce pour mon Amiga 500 Plus que je cherchais depuis très longtemps. C'est pas une pièce qui est forcément rare, mais qui est pas non plus facile à trouver, mais surtout qui atteint des prix pas possibles. Donc, je l'ai même pas ouvert. Je l'ai reçu ce matin. Je vais l'ouvrir devant vous. Hop. Et du coup, je vais pouvoir vous faire une vidéo complète sur cette petite pièce. Hop, déjà, c'est très bien emballé. J'aime bien quand c'est emballé comme ça. Surtout que ça vient d'Angleterre. Donc ça a pas mal voyagé. Enfin, pas mal. C'est surtout que ça a été passé de main en main et de facteur en facteur et de livreur en livraison. Par contre, c'est enveloppé dans du papier d'alu. Oui, c'est original. En antistatique, on a fait mieux. Hop. Voilà. J'ai l'impression qu'il est 4 heures avec la tasse de café. Je mange mon petit sandwich. Alors ça, j'aime pas du tout. Bon, ça, c'est les picots. Hein, vous allez comprendre pourquoi j'aime pas du tout. Je vois qu'il y en a un qui est tordu. Ah. J'aurais préféré que ce soit emballé dans de la mousse. Alors, on commence par une carte compacte flash de 4 Go, une Transcend. Ensuite, un des ports pour processeur 68000. Que voici. Donc en fait, tout ça, ça permet simplement... Oh là là, non, non, c'est pas vrai. Oh, le carnage. Voilà, on voit que les pattes sont complètement... Ah, ça, c'est un truc qui me gonfle. Vous envoyez un truc, ça je l'ai acheté sur eBay. Hein. Vous savez que vous l'envoyez, que ça va voyager, et ça, c'est ni fait ni à faire. Bref. Hey, je suis énervé. Donc voilà ce que j'ai commandé. C'est donc... allez, je me calme un petit peu. Tiens, je vais boire une petite gorgée de café. Hop. Là. Donc, ceci est un IDE 68K. Donc en fait, cette partie-là, c'est le processeur 68K qu'on va trouver sur les Amiga 500 et 500 Plus. Normalement, avec le déport, on vient clipper le 68K dessus et... les picots qui sont tout pourris là, on les clipse sur la carte mère à la place du 68000. Voilà, dans cet ordre-là. Ensuite, on va donc avoir une compacte flash que l'on peut mettre sur le côté. Du coup, ça permet d'avoir l'équivalent d'un disque dur sur un Amiga 500 Plus, qui n'est pas pourvu de port IDE d'origine. Pourquoi j'ai pris ça et pourquoi je suis aussi content? Eh bien, tout simplement parce que sur mon 500 Plus jusqu'à maintenant, j'utilisais un Protar HD A500, donc un disque dur SCSI qui se branche sur le port Zorro de l'Amiga 500. Et qui me rajoute en même temps 4 mégas de mémoire fast. Ça marche très bien. Hein. L'inconvénient, c'est que pour le relier à un PC, c'est quasiment impossible. Il faudrait un adaptateur SCSI vers USB. Donc il faut en trouver un et l'acheter. Et de plus, ça fait quand même beaucoup de bruit. Le disque dur, quand il est en route, c'est assez pénible. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et ce que je voulais faire au début, c'était acheter un adaptateur SCSI vers IDE pour pouvoir mettre une compacte flash. Donc là, ça devient carrément cinglé. On atteint des prix de 150-180 € l'adaptateur. Donc j'ai réussi à me trouver ça, qui me paraît la solution la plus intéressante, parce que du coup, je n'aurai plus besoin du disque sur le côté. Je récupère mes 4 mégas de fast, puisqu'ils sont intégrés au système, et je peux mettre une compacte flash que je peux brancher sur mon PC via WinUAE pour choisir un peu les programmes que je veux mettre à l'intérieur. Et surtout, ça ne fait aucun bruit. Voilà pourquoi je suis content d'avoir pu acheter cette machine. Première étape, du coup, ça va être d'envoyer un mail au vendeur. Et deuxième étape, ça va être tenter de redresser tous les picots qui sont là. Allez, c'est parti. Alors, je me dois de faire un petit mea culpa. Mea culpa. Ouais, c'est pareil. Bref, en fait, sur l'annonce... J'avais pas lu l'annonce jusqu'au bout, en fait, je n'avais pas non plus bien détaillé. Mais en fait, il précisait que le riser, il fallait le remplacer parce que des pins, justement, étaient tordus. Donc, on va regarder comment les redresser.
Pour ça, c'est très simple, on va utiliser une pince plate, de préférence en très bon état, avec une largeur correcte. La première chose qu'on va faire, c'est les réaligner. Donc pour ça, on les prend une par une et on les redresse. Ça, c'est relativement facile, pas besoin de forcer. Il suffit de regarder si elles se remettent bien en place. Voilà, on fait toute la lignée comme ça. Et déjà, elles ont repris. Voilà, elles sont réalignées alors qu'elles étaient comme ça avant. On fait la même chose en haut. Hop, hop. Bon, ici, elles ont l'air d'être un petit peu moins tordues. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que elles sont correctement alignées. Maintenant, il va falloir les aligner dans ce sens-là. Là, pour ça, je vais prendre mon fidèle couteau. Et en y allant doucement, on vient passer derrière la pine. Je vais essayer de zoomer. Et on la redresse gentiment. Alors là, il ne faut pas chercher à l'avoir droite au premier coup. Il faut chercher à être le plus droit possible. Voilà. En fait, pas besoin d'être droit au premier coup. Parce qu'en fait, quand on va... Je vais utiliser une carte mère d'Amiga 500 Plus qui est HS. Et je vais rentrer l'adaptateur un petit peu en forçant dedans. Et ça va me permettre de réaligner les pattes en même temps. Tac. Ouais, ça se redresse pas trop mal quand même. Hein. Franchement, heureusement que c'est souple. De toute façon, même si j'en casse une, bah, je la ressouderai. Voilà, là on n'est pas trop mal. On va vérifier qu'elle se soit pas mis un peu de biais. Effectivement. Voilà. Donc là, ça paraît quand même pas trop mal. Ouais, c'est pas mal du tout. On passe à l'autre côté. Bon, là, visiblement, c'est quand même un peu moins tordu. Je sais pas comment il s'est débrouillé, le gars. Hop. Alors sur l'annonce, il met quand même que le système fonctionne parfaitement. Mais par contre, je me demande comment il a pu certifier que ça fonctionnait parfaitement alors que l'adaptateur était inutilisable. Ensuite, une chose que je regrette un petit peu, je vais beaucoup râler, j'ai l'impression sur cette vidéo, c'est que là, en fait, donc déjà, il n'y a pas de notice, je vais essayer d'en trouver une, parce qu'il faut, je pense, alimenter la carte. Pour ça, il va falloir souder deux picots sur le port Zoro de la carte mère de l'Amiga. Bon, par contre, j'ai aucun plan, donc je vais aller fouiller un petit peu sur le net pour trouver les plans. Alors, un truc qui m'interpelle aussi, c'est ça. C'est qu'en fait, sur le modèle, il est écrit A500 4/8MO de fast même. Et moi, ceux que j'ai vu fonctionner comme ça avaient 8MO de fast. Alors, je vais prendre un petit peu ce que je connais, c'est-à-dire que sur mon Protar A500 HD, si je l'utilise avec une barrette de 4MO, ben j'utilise mon disque dur comme ça, j'ai 2MO de reconnu. Par contre, si je branche mon FastData, pas mon FastData, mon Supra Turbo 28, donc il va monter mon processeur à 28 MHz, du coup mes 4 mégas sont reconnus. Alors est-ce que ça dépend de la cadence du processeur? Ça, je n'en ai aucune idée. Allez, je suis parti chercher les plans pour savoir où souder ces fils et on va pouvoir tester. Alors, on va savoir tout de suite si j'ai bien travaillé. Alors déjà, ça passe pas.
ça passe pas à cause de ce gros condensateur qui se trouve ici. Ça veut dire qu'il faut à la fois un adaptateur et un riser. Et ben nous voilà beau. Ou alors c'est moi qui suis complètement bête. Ça peut arriver aussi. J'essaie de renlever l'adaptateur. Donc déjà, on va voir s'il s'adapte correctement. Bon, ça a l'air de tenir comme ça. Maintenant, du coup, est-ce que je peux pas tout simplement ne pas mettre le déport et utiliser ce fameux dé. Voilà. À mon avis, c'était bien plus conçu comme ceci. Eh bien, il ne reste plus qu'à souder les fils qui manquent pour alimenter cette petite prise et voir ce que cela peut donner. Alors normalement, pour que ça fonctionne, on doit souder deux pins en fait sur les deux trous qui sont là pour les relier donc à la fiche qui est sur le 68K. Maintenant, je me sers juste d'une photo que j'ai pu trouver sur net, j'ai pas pu trouver de documentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va tirer de ces deux picots. Pour ça, j'ai sorti le multimètre. On va mettre l'Amiga sous tension. Voilà. Et on va mesurer ce qui se passe au niveau de ces bornes. À mon avis, c'est du 5 volts. Ah non, c'est rien du tout même. Ah, puis il faut pas se gourer quoi. Alors, les deux pins, si je mets mon moins à la masse de la carte mère, les deux pins m'envoient du 5 volts. Bon, de toute façon, je pense qu'une carte comme ça fonctionne sur 5 volts. Je vais suivre le schéma que j'ai trouvé, parce que j'ai pas d'autres pistes. Ce qui est intéressant avec l'Amiga, c'est qu'une simple vidéo présentation de matériel finit toujours en tuto réparation. Donc voilà, on a donc la pin qui est cassée ici. Donc pour la réparer, on va sectionner. Je ne sais pas si on voit bien. Alors on va sectionner la patte. Tac. Et on va la retirer. Comme une dent carrier. Alors, pour que ça vienne plus facilement, on va enlever le plastique. Voilà. Voilà. Comme ça, le support tulipe est bien sorti. Ensuite, on sort le fer à souder. Alors, il va falloir une troisième main. Hop. On attrape ce petit support tulipe. Et voilà. Hop, c'est extrait. C'est extrait. Hop, on va donc récupérer un autre support tulipe, mais qui cette fois-ci, lui, fonctionne. Enfin, fonctionne, oui, est complet en tout cas. On va l'insérer à la place de celui qui ne fonctionnait pas. Alors ça rentre pas très bien. Est-ce qu'il reste un peu d'étain? Non, pourtant. Mince. J'y ai cru au premier coup. Alors peut-être pouvoir tricher un peu. En chauffant un peu, c'est rentré tout seul. Voilà, donc la pâte est réparée. Allez, ça c'est fait. On remet le processeur dans le bon sens. Hop, comme ça. Et on est parti pour un deuxième test.
Alors, toujours bien important de vérifier que le processeur soit bien en place, sinon ça créera une erreur. Donc je viens de passer d'un écran noir à la reconnaissance de la ROM. Donc déjà le support est réparé, première étape accomplie. Maintenant on va réinstaller l'IDE 68K, le brancher et retester. Allez, tout est branché, test sans compact flash. On a un bel écran noir. On teste avec compact flash, voir si ça change quelque chose. Ça n'a vraiment pas l'air mieux. On va tester sans brancher le petit fil. C'est pas terrible tout ça. Bon, je vais essayer de brancher mon HXC, voir ce que ça donne. Alors, on va peut-être arriver à quelque chose d'intéressant. J'ai retiré le 68K. Voilà, donc là ça marche. J'ai retiré le 68K qui était vendu avec la carte, qui ne fonctionnait pas visiblement, hein, et je l'ai remplacé par celui d'origine de mon 500+. Et là, donc j'ai un démarrage, on voit que ma CF est reconnue. Je vais chercher une souris pour qu'on puisse voir si la mémoire est bien reconnue en 4 mégas ou en 8 mégas. Bien, je viens de me faire une frayeur monumentale. Parce que, du coup, donc ça y est, ça fonctionne, l'IDE 68K fonctionne. Et j'ai voulu mettre mon Supra Turbo dessus. Et donc le Supra Turbo, lui, en fait, c'est un coprocesseur qui va permettre de passer le processeur de 7 MHz à 28 MHz. Autant dire que ça change quand même la donne. Donc je le branche, j'allume, et là j'entends un sifflement pas possible. Écran noir, je l'enlève, impossible de redémarrer, écran noir partout, plus de lecteur de disquette, plus d'IDE, plus rien. Bon, finalement, j'ai tout redémonté, j'ai éteint la prise, j'ai laissé que les condensateurs se vider, pardon. J'ai tout remonté et ça remarche. Donc, faut que je trouve pourquoi ça marche pas avec le Supra. Mais en tout cas, le reste fonctionne. Par contre, j'ai retiré je sais plus comment ça s'appelle cet engin là. C'est j'allais dire un déportateur, mais c'est pas le nom. Bref, ce qui sert à faire de déport de 68K, je l'ai supprimé et je l'ai remplacé par deux réglettes de support Tulip. Pour deux raisons. C'est que en général, les picots ici, ils sont trop courts et ils s'enfoncent difficilement, ou alors trop facilement, et du coup, il y a un risque de court-circuit. Les supports Tulip, comme ceux-là, sont un peu plus longs, donc ils vont s'enfoncer bien plus profondément dans le support, et il y a moins de risques d'avoir des courts-circuits. Et en même temps, ça sert à rien de gaspiller un support qui pourrait servir pour autre chose, alors que là, il sert pas de déport, en fait, il sert juste de support. Alors voilà ce qu'on obtient avec le support Tulip à la place du support avec des ports. Voilà. Et là, c'est vraiment bien en place. On voit vraiment qu'il n'y a pas de jeu, c'est bien aligné. Et ça risque pas de se décrocher. On voit que c'est... Voilà. Ça tient. Il a vraiment fallu que j'appuie très fort pour l'enfoncer. Voilà. Donc maintenant que ça s'est installé, on peut regarder ce que donne le Workbench. J'ai bien maintenant un Workbench d'installer. J'ai essayé de faire fonctionner WHD Load, mais ça ne fonctionne pas. Il faudra que je regarde pourquoi. Mais par contre, pour l'IDE, c'est juste top. Puisque, du coup, maintenant, j'ai mon Workbench qui est enregistré dessus. J'ai mes 8 MO de fast. Ça, c'est super cool. Et ça soulage bien la mémoire chip. Parce qu'en mémoire chip, je suis à fond. Hein, je suis vraiment à 2 mégas. Donc, un peu moins de 8 mégas en fast. Donc, en fait, ça remplit tout à fait le travail, cette petite machine. Et maintenant qu'il fonctionne, je suis plutôt serein. Voilà, donc en fait c'était la petite pièce qui me manquait et que j'ai cherché pendant des années. Je parlais tout à l'heure de prix, je regardais encore sur eBay, on arrive à en trouver aux alentours de 150-180 euros. Moi je l'ai eu à 70 euros frais de port compris. Donc vu qu'il venait d'Angleterre, il y en a eu pour un peu plus de 11 euros de frais de port. Donc pour moi ça reste quand même une très bonne occasion. Ça me permet vraiment de continuer à avancer sur mon 500+. Je suis quand même un peu déçu de ne pas arriver à le faire marcher avec le Supra. Bon, si jamais j'y arrive, je ne manquerai pas de faire une vidéo et de vous expliquer tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.